Salut Jérôme. Salut Mehdi. Alors, cette journée? Bah écoute, franchement, je suis pas passé loin du compte de 3 pour la fin de la journée parce que c'est vraiment impossible. On m'est tombé dessus, impossible de bouger, quoi. Bon, écoute, on a quand même la patate, on lance la cloche et puis on commence le catch à cast. Et c'est parti pour le catch à cast. Allez. Oh, dropkick, coup de la corde à linge. Oh là là, on n'a pas brisé le kayfabe. Vous ne comprenez rien? Eh ben, rejoignez Catch à Cast pour découvrir ou approfondir votre amour du catch. Jérôme, Michael, Guillaume et Mehdi de Death Podcast vous accompagneront dans le monde du catch mainstream, catch indé, de la lucha libre et autres puroresu japonais. Ah, c'est parti. John, à Battleground, je te promets une chose. C'est que je vais te battre et devenir le nouveau champion. But I know you people don't understand. Wakaraないんだろう。だから今からですね。Il n'a pas lui arriver cette superbe envoi. Par-dessus la troisième corde, vous êtes en retard, Philippe. Ah, mais parce que ça va très vite, ça va cette très vite. fois-ci, on est là tous les deux. Oh oui. Roman Reigns qui est passé par-dessus la troisième corde. Mais c'est pas tout, regardez qui est passé. Dive. Oh, ça. Hello à toutes et à tous, donc on est à deux, on est prêt à catcher, en tout cas au moins à en parler, avec Jérôme. Hello Jérôme. Salut Mehdi. Donc vous avez entendu dans notre petite intro merveilleuse, donc le catch à cast. Alors qu'est-ce que c'est déjà très rapidement Le catch, c'est avant tout l'amour des slips. Voilà, Des déjà slips c'est taille annoncé. haute de préférence. C'est annoncé, c'est tombé, bon ça surprendra pas les gens. Et au-delà de ce truc-là qui fait toujours rire et qui limite le catch seulement à cet outil habilleur ou vestimentaire, c'est plus français, on s'est dit, on va pas venir donner des leçons à des gens qui pourraient nous enterrer en termes de références hyper obscures de catch indépendant, mais il y a un truc qu'on aime bien faire, c'est couper des cheveux en 15. En général, certains appellent ça intellectuel, branlette, vous êtes chiant hautain, vous êtes chiant à trop cogiter. On s'est dit Osef, comme tu dirais, on s'en fout et on va assumer, on va se faire plaisir et on va essayer de pousser un petit peu l'analyse. On a une référence assez commune là-dessus qui nous avait pas mal motivé, sur laquelle je t'avais pas mal branché, qui est un site qui s'appelle les Cahiers du Catch, qui avait fait des articles de fond comme peuvent le faire d'autres, comme les Cahiers du Foot par exemple. Et on s'est dit il y a plein de sujets qui sont en friche et malheureusement on a fait le tour des podcasts en France et même aux États-Unis et on n'a pas trouvé notre compte. Donc on s'est dit créons-le. Allons-y. Dans le sujet du mois, alors le sujet du mois, on s'est trouvé un truc assez sympa. C'est peut-être un signe de se dire qu'on est en train de vieillir aussi, on y pense. Donc on a pensé à quoi d'ailleurs comme sujet? On a pensé à la notion de carrière chez les catcheurs. Rien que ça. Qu'est-ce que c'est qu'une carrière de catcheur? Ouais, je suis sûr qu'au début les gens vont se dire oui, c'est quand ça s'arrête et tout. Vous allez voir, finalement en creusant un minimum, on s'est rendu compte que c'était pas si simple que ça. Bon, on fait un petit break, on reviendra juste après à la notion de carrière de catcheur. De retour et on se retrouve toujours sur ce catch à cast, c'est dur à dire, hein. Oui. Et on va sauter à pieds joints dans notre sujet qu'on vous tease depuis le début, la notion de carrière chez les catcheurs. Alors comment est-ce qu'on va un petit peu organiser ça, qu'on s'y retrouve? Écoute, on va déjà on va vous expliquer pourquoi on a décidé de commencer, de partir sur ce sujet. Donc on vous donnera l'événement qui nous a déclenché ça. Et en fait, on va se poser 3 questions, je dirais, grosso modo. Qui vont être tout d'abord je suis un catcheur. Est-ce que je suis le même personnage? Est-ce que j'ai le même gimmick du début à la fin de ma carrière, justement? Est-ce que finalement ma carrière se limite à mon gimmick? Mon gimmick fait-il toute ma carrière? Le deuxième point, c'est une carrière, c'est bien. Une carrière dans le sport,
Alors certes, le sport récréatif, le sport entertainment, comme disent nos amis les Américains, mais qu'on le veuille ou non, ces performeurs, parce que ce sont quand même des artistes qui montent sur scène 300 fois dans l'année, ont des vrais problèmes, peuvent avoir des vrais problèmes de santé. Et troisième question, alors un catcheur, ça peut être un gimmick ou plusieurs gimmicks. Un catcheur, c'est quelqu'un qui brille sous les feux de la rampe au milieu d'un ring, mais après cette carrière, que devient un catcheur ? Est-ce qu'il disparaît complètement ? Est-ce que s'il n'est plus son personnage, il disparaît ? Ou est-ce que justement il peut continuer dans cette post-carrière à porter, je dirais, son personnage de catcheur ? Grosso modo, on va se poser ces trois questions-là autour de notre problématique de la carrière chez les catcheurs. Tout en précisant que on s'est pas mal concentré pour deux raisons très simples, qui sont que on a une connaissance, comme on le disait en intro, on aime beaucoup le catch, je pense que ça s'entend, mais on est loin d'être des encyclopédies contrairement à d'autres. Alors on n'est pas en train d'arrondir les ongles, mais juste de vous dire qu'on s'est plutôt concentré sur la WWE, dont on va majoritairement parler, donc pour vous dire qu'on connaît un petit peu moins les enjeux à ce niveau-là pour les autres, et surtout qu'en creusant un petit peu, on trouve pas beaucoup d'articles ou de textes qui nous en disent quelque chose, à moins d'être vraiment un acharné de suivre extrêmement tout ça. Donc c'est vrai que la WWE, on peut lui reprocher ses dramas, ses sorties, ces trucs comme ça, elle a le mérite d'avoir une certaine... pas transparence, mais en tout cas les choses fuitent plus franchement. Et puis sont devenus, depuis la fameuse histoire, on en parle de la wellness policy, les choses sont très claires, beaucoup plus claires évidemment. Oui. Tout à fait. Tu parlais pour te laisser parler de cet élément introducteur qui nous a motivés sur ce sujet, et puis te laisser clairement continuer avec cette première partie qui est catcheur monolithique ou à géométrie variable. Donc c'était quoi cet événement, donc toi qui vraiment tu t'es dit monsieur, je sais, j'ai un truc qui peut nous lancer. En fait il s'est passé quelque chose d'historique dans le monde du catch, on va pas se le cacher. Donc, on va pas se le cacher. On va pas se le cacher, bien évidemment. Au dernier WrestleMania, donc le 33. Donc pour ceux qui ne sauraient pas, WrestleMania, The grandest stage of them all. Voilà, c'est un peu la fête de fin d'année du catch de la WWE. C'est la kermesse. C'est la kermesse de l'école de la WWE, évidemment. Et plutôt que d'avoir des jambons à gagner ou des memories en bois. Oui. Pour les enfants, l'ensemble des titres sont remis en jeu ce soir-là, et des matchs exceptionnels avec des stipulations incroyables ont lieu, et souvent on voit revenir à ce moment-là des catcheurs qu'on voit moins d'habitude dans l'année, et avec le Royal Rumble qui est un autre pay-per-view où c'est vraiment les deux avec le Royal Rumble et le WrestleMania. C'est un peu le précaré d'un grand bonhomme, littéralement, qui est l'Undertaker. Oui. Et l'Undertaker qui a eu une streak monumentale à WrestleMania, puisqu'il a 30 victoires d'affilée. Voilà, il a fait 30 matchs à WrestleMania, a priori décidé de mettre un terme à sa carrière. Oh. Alors, oui, je sais, le fait qu'il ait été battu par Roman Reigns peut bien, et puis battu par un spear dégueulasse. Oui, qui est le finisher de Roman Reigns. Bref. Mais néanmoins, voilà, la mise en scène a été que à la fin de ce combat perdu, il a sorti, donc je veux dire, son attirail de Undertaker, son chapeau, son manteau, ses gants, il les a pliés. Il les a posés au milieu du ring, et il a dit quelque chose comme je laisse tout ça là. Et il est parti, pas dans le soleil couchant, parce que l'Undertaker, ce serait un peu con. À la base, l'Undertaker, c'est censé être un mort-vivant. Oui. Son gimmick, c'est pompe funèbre, mort-vivant. Et donc, quand l'Undertaker est parti, moi j'ai juste été vérifier les dates, et je me suis dit, mais ce mec, donc moi je ne vais pas vous raconter ma vie, mais j'ai 35 ans, et en fait j'ai toujours connu ce mec. Depuis que j'ai l'âge de m'intéresser au catch, l'Undertaker est là.
il a mis terme à des carrières. Il a mis un terme à la carrière pour ne citer que lui, de Shawn Michaels, The Heartbreak Kid. Oui, l'autre Mr. WrestleMania avec lui. Voilà, le surnom de The Heartbreak Kid, un des surnoms, c'était Main Event, qui est le match principal de WrestleMania. C'est ça. Et donc, c'est là qu'on s'est dit, bon, alors, l'Undertaker s'en va. Et il met, donc, a priori, sa carrière s'arrête. Et c'est là qu'on se dit, mais finalement, c'est quoi par quoi ça passe une carrière? Et pourquoi l'Undertaker est d'autant plus impressionnant, c'est que depuis qu'on le connaît, il a rigoureusement la même gimmick, qui est celle donc de croque-mort slash mort-vivant slash je me trimballe la plupart du temps avec j'ai le mot en anglais, l'urne funéraire, l'urne mais funéraire, c'était pas lui, c'était Paul Bearer, c'était l'urne de Paul Bearer, mais qui c'est aussi souvent avec des mais c'est pas grave, des ça te reviendra. des avec un cercueil, n'importe quoi. L'instant Jean-Claude. Voilà, pardon, excusez-moi. Je vais manger des cacahuètes et boire de la bière pour remettre l'équilibre en place. Donc le Taker avec cette gimmick, cette gimmick qui a très peu changé au cours du temps. Il a eu une micro parenthèse American Badass, mon Dieu, oui. qui a duré vraiment le temps que vivent les roses, parce que là quelqu'un s'est dit c'est pas une bonne idée. Et si on faisait Son of Anarchy avant l'heure, pour vous la résumer voilà. C'est pas du tout très une bonne raté. idée. Voilà, Ron Perlman a fait ça beaucoup mieux. Voilà. Et donc du coup, l'Undertaker, c'est 30 ans, même plus, mais 30 ans à jouer ce personnage et à hanter nos cauchemars avec son demi-frère Kane. Sauf le 31, sauf le WrestleMania 31 qui a été fait 2 jours, comme tu disais, ce qui est un ratage monumental. Je suis désolé, je troll, mais c'est impossible de pas le citer. Tu disais le personnage de la nuit, etc. Il se trouve que le WrestleMania 31, c'est pas le seul, mais a été fait en plein air, enfin dans une arène en tout cas ouverte. Et en l'occurrence, il misait énormément sur le fait que cet event-là, la nuit serait tombée. Sachant que ça l'opposait à un autre personnage un peu dans la mystique, le délire, qui est Bray Wyatt de la Wyatt Family, et manque de peau, ça a été un fail en plein jour, voilà. Et ça s'est pas très bien passé. C'est ça. Donc finalement, comment est-ce que pendant 30 ans on peut réussir à porter un personnage aussi monolithique, il faut le dire. Lui est arrivé. Lui est arrivé, mais parce que ça fait quelques années tassées quand même maintenant, je dirais pas une dizaine d'années, mais 3-4 années, même plus que ça, que finalement il faisait 1 voire 2 matchs par an. Oui, on va pas se leurrer là-dessus. Et on avait d'ailleurs repris un truc qui nous avait amusé, c'est la définition même de carrière. On a été sur notre ressource number 1 de définition étymologique, donc le CNTRL. CNTRL, voilà. Pour ceux qui savent. Voilà, et en l'occurrence, en faisant ça, on s'est rendu compte qu'il y avait la notion qu'on pensait pas forcément induite, puisque c'est des mots comme ça qu'on utilise tous les jours, d'une dimension finalement de progression. Il y a quand même une notion. On ne peut pas envisager une carrière, finalement, est toujours induit une dimension de progression. Et là, dans ce qu'on est en train d'avancer, c'est pas trop ça. Évidemment, c'est des catcheurs qui ont pris du grade de par leur aura et compagnie, mais finalement, dans leur personnage, ce que tu étais en train de nous dire, il n'y a pas de progression, il n'y a pas d'évolution. Ils ont peut-être augmenté ce qu'on appelle leur moveset, donc leurs différentes attaques au cours du temps, mais sinon, c'est resté un croque-mort, un Undertaker tout du long de sa carrière. Disons que ce qui change dans les carrières, et si on prend par exemple un autre catcheur très peu connu qui est John Cena, c'est que on passe de la période où tu es toi-même champion et où on te fait gagner pendant très longtemps, où on crée vraiment un personnage, une mystique autour de toi, genre personne peut battre l'Undertaker à WrestleMania, et après ça tu passes en fait de champion à faiseur de roi. Et l'Undertaker, c'était surtout le mec qui, au moins sur les 2 derniers WrestleMania, était là pour
faire briller une autre personne. Oui. Alors, bon, cette année, il a fait briller Roman Reigns parce que Roman Reigns, bon, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, moi personnellement, j'ai jamais pu le supporter. Oui, on est deux à le détester, Voilà. c'est entendu. Ça, c'est autre chose. Mais bon, c'est un bon bosseur quand même. Hein. Il fait des. C'est ça qui est affreux. Mais bon, on en reparlera sûrement un jour. Voilà. Qui est un bon travailleur, mais voilà. Le booking a fait que il a été vraiment très poussé à un moment, puis on s'est dit que c'était pas la bonne idée de le mettre dans le coup pour les titres. Donc résultat des courses, pour laisser, je dirais, la possibilité de briller à Roman Reigns, bah, on lui a mis l'Undertaker et surtout on lui a mis dans le match qui a priori scelle la carrière de l'Undertaker. Ouais. L'année dernière, c'était Shane McMahon. Donc le fils de Vince McMahon, qui est donc le propriétaire de la WWE. Et pote de Donald Trump. Et pote de Donald Trump, évidemment. Mais d'ailleurs, son épouse est secrétaire d'État au commerce extérieur ou un truc comme ça. L'épouse de Vince, hein, pas de Shane. Qui a un match par an aussi à WrestleMania, parce qu'évidemment, un papa fait plaisir à ses enfants. Depuis son retour. Voilà. On lui avait mis un match en cage, donc vraiment littéralement une cage en acier autour du ring avec Shane et l'Undertaker, et on a vu l'Undertaker, on a vu Shane essayer des elbow drops de 10 mètres de haut sur l'Undertaker. Ouais. Donc voilà, donc l'Undertaker ces dernières années, on sentait que dans tous les cas, il était au bout de sa carrière. Il était affaibli. C'est toi qui m'as appris. Je suis un peu tombé des nues, même si je savais fatigué, que il marche en dehors des rings, il marche avec une canne. Ben oui, tout à fait. Voilà. Donc ça vous pose l'état du bonhomme. Et finalement, donc pour reprendre un petit peu notre film, donc on a des personnages comme lui qui restent clairement monolithiques. On en a relevé d'autres qui, comment dire, ont essayé un petit peu. Alors, on a évidemment le cas parce qu'on les cite, parce qu'on c'est pas pour faire du name dropping, parce qu'on en reparlera un peu après. Mais Daniel Bryan, mais qui a une carrière beaucoup plus courte, encore qu'il a pas mal changé de look, il a pas mal évolué sur là-dessus. Et puis après, il y en a d'autres qui ont quand même un petit peu varié, même si c'était des périodes plus marquées et plus longues que ce qu'a tenté l'Undertaker avec sa période biker, qui a été très courte, Dieu merci. Il y a des mecs comme Mick Foley, qui a eu sa période Mankind. Foley, il a eu pas mal de passages à droite à gauche. Pour moi, le plus marrant, ça reste quand même Jericho. Oui. Jericho qui est passé de cette espèce de catcheur. Je sais pas si c'est un surfeur un peu. Oui, surfeur, mais c'est une sorte de Dolph Ziggler des années 90. C'est vrai. Ou alors c'est Dolph Ziggler qui est et qui a toujours été une grande bouche. Hein. Par contre, Jericho, depuis l'origine, c'est vraiment une très grande bouche, et c'est vraiment un des meilleurs derrière un micro. Hein. Oui, tout à fait. Juste derrière nous. Oui, voilà, on est largement meilleur. Quoique, Jericho a un podcast. Je pense que on pourra dire qu'on pourra arrêter le podcast le jour où on aura fait un crossover avec Talk is Jericho, qui est le podcast de Chris Jericho. Mais obligé. Mais... On lui demandera, je pense qu'il voudra bien. Ouais, il y a moyen. Avec comme on dit souvent avec certains potes, un tiède poulet et c'est réglé, quoi. Ouais. Et par contre, alors, pour le coup, il est parfaitement monolithique, mais comme il n'a pas une gimmick aussi hardcore que celle-là, c'est The Miz. C'est vrai, c'est le même depuis le début, en fait. C'est vrai, c'est juste les coupes de cheveux qui ont été modifiées, oui. Alors, très, très vite, Jericho, tu l'as bien présenté. Mick Foley, donc il a eu cette période entre Mick Foley et Mankind. Donc les deux aussi hardcore l'un que l'autre, dans des côtés déjantés, et surtout, ils avaient comme point commun d'avoir des matchs extrêmement extrêmes. Je le fais exprès. Ouais. Et là, donc, tu viens de parler effectivement de Miz, qui est assez intéressant parce que qui est, je crois, le catcheur qui, avec talent, incarne le plus l'antipathie, mais maîtrisée, pas comme Roman Reigns dont on parlait, qui peut l'attirer mais pour des mauvaises raisons, et qui oui effectivement n'a pas changé d'un iota, à part ses coupes de cheveux, comme je disais. En fait, je suis en train de me demander même un truc encore plus dingue. Ouais. Il a déjà été face, le Miz. Je crois, il n'a pas été quand il était avec John Morrison.
En tag team, ils n'étaient pas considérés comme face. Enfin, ouais, bref. c'est possible, ouais. Et voilà, donc ce qui nous amène, s'il y a une autre petite variation, tu parlais de Jericho qui était un peu le Ziggler des années 80, Ziggler aussi, même s'il est jeune, effectivement, en dehors de la dimension capillaire, il n'a pas trop bougé, c'est toujours le mec... enfin, il y a eu une période quand même un peu côté sexy et tu m'envies, et bon, voilà. Et justement, en fait, je suis en train de me dire que actuellement, c'est beaucoup plus difficile d'avoir une gimmick qui reste parfaitement monolithique pour les mecs qui... Oui, c'est une assez bonne remarque, ouais. Il y avait peut-être... Alors, remarque très très conne et très réductrice, mais je pense que c'est peut-être relatif au fait que c'était beaucoup plus permis dans les années 90. Enfin, quand je dis permis, les gens se le permettaient beaucoup plus parce que, bon, pour les plus jeunes qui nous écouteraient, comment vous décrire les années 90 ? Vous imaginez un truc où vous prenez le blender de vos parents, vous mettez toutes les influences, vous emmerdez pas, vous dire tiens, est-ce que ça va rentrer en termes de couleur, est-ce que ça va rentrer en termes de cohérence, et tu balances, tu mixes et il n'y a pas de souci. Donc, alors c'était valable partout, hein. Je vais être très réducteur et des gens qui seraient fans de design ou quoi ou qu'est-ce ou vont me défoncer, vont me dire mais non, il y avait des sous-genres. Vous avez raison, je vous dis tout de suite, mais c'était quand même la foire à la saucisse, et comme le catch par définition est quand même une antre du kitsch et du nawak et de l'expérimentation, c'est un sport de forain, voilà. Et voilà, là, une petite réponse peut-être. C'est vrai que maintenant on est dans des trucs quand même avec des codes un petit peu plus marqué, à part les fédés indés, l'évolution des catcheurs via différentes fédérations indépendantes ou hors de la WWE. Enfin, la réalité aussi, c'est que la WWE, c'est une manne de pognon et qu'ils aiment bien harmoniser, je pense, leurs catcheurs et leurs catcheuses pour que, déjà, pas trop perdre les fans et les fidéliser, et puis surtout qu'au niveau des produits qui vendent, que les gens soient pas trop surpris ou se disent que le petit de 5 ans pleure pas parce que John Cena s'est laissé pousser la moustache ou les cheveux alors que son t-shirt est out to date alors que c'était son cadeau d'anniversaire. Tout à fait. Voilà. Il est daté. Excusez-moi, je fais mon Jean-Claude moi aussi. Alors, t'as beaucoup amené la question en filigrane sans le calculer ou le vouloir, mais qui est celle que t'as posée, à savoir la question de la santé, vers laquelle on va glisser doucement après ce petit tour d'horizon. Alors, en l'occurrence, peut-être commencer avec un catcheur extrêmement emblématique. Il y en a plein parmi ceux qu'on va citer, mais pour une raison simple, c'est qu'il nous permettra ensuite, c'est fou, qu'est-ce qu'on a bien travaillé notre émission, de glisser à la troisième partie, c'est Stone Cold Steve Austin. Donc pourquoi Stone Cold Steve Austin ? Donc au-delà de sa dimension extrêmement bourrin, ou même quand il était face, qu'on appelle les gentils, les heels, quand vous êtes catcheur méchant qui ont représenté le mal, on voyait pas trop la différence. Mais en fait, c'est ça, c'est que Steve Austin, c'était un des premiers, ce qu'on appelle toujours un twinner. C'est-à-dire que tu aimes son catch, mais tu sais jamais s'il est du bon ou du mauvais côté. C'est ça. De la... Ouais. Puis il a sans être caricatural, il a une gueule qui prête à l'ambiguïté, quoi. Oui, tout à fait. Il a un côté badass où tu te dis, oula, même quand il sourit, quand même, je sais pas. Et pourtant, le mec a tout du body guy. Hein. C'est le mec qui t'ouvre des bières juste avant le match. Enfin bref. Donc, et pourquoi donc ce monsieur ? Parce qu'il a été obligé d'arrêter sa carrière pour des soucis au niveau du cou, notamment. Il faut savoir qu'un de ses finishers qui s'appelait le Stunner, le ménageait pas énormément sur cette partie de son corps. Donc pour la prise d'exécution, vous imaginez lui-même attraper plus ou moins la tête, voir le cou de son adversaire et chuter au niveau de ses fesses, son coccyx, en appuyant au niveau de ses propres épaules et de son cou. Donc vous imaginez à peu près le poids et de ce qu'il doit supporter pour à peu près que le copain du dessus sur lequel il fait la prise, qui va simuler, se fasse pas trop mal, et ça vous donne un ordre d'idée. Oui, parce qu'on rappelle quand même, on préfère vous le dire tout de suite, les coups sont portés, ils sont vraiment portés, mais de telle sorte à ne pas faire mal. Oui. C'est-à-dire que quand ceux qui vous disent le catch c'est du chiquet, c'est complètement faux. C'est-à-dire que justement les coups sont portés pour ne pas faire mal. C'est-à-dire que c'est celui qui porte le coup qui doit faire en sorte que le mec en face
te retrouves pas avec la tête éclatée, parce que vous imaginez bien qu'un coup comme ça, Voilà. réellement porté et sans faire soi-même attention, vous pouvez faire très très mal, enfin, aussi bien à vous qu'à votre adversaire. Et de toute façon, il y a des cas où la fameuse argument que tu viens d'invoquer ne tient même pas la route, parce que quand tu fais dans des cas de type de match Extreme Rules un saut d'une échelle le roi Merlin, d'un escabeau le roi Merlin d'une dizaine de mètres sur un type qui est sur une table en dessous, l'un comme l'autre, les coups tu te les prends, enfin tu prends cher. Et puis de toute façon, faites un elbow drop chez vous et vous allez voir si vous aurez pas mal. Voilà, c'est ça. Rien de tel qu'une mise en situation. On va bientôt avoir des problèmes alors que c'est la première émission. Tout ça pour dire donc l'ami. It's don't do this at home. Oui, c'était le fameux slogan tous ces 15-20 dernières années. Et en l'occurrence, donc il avait ce site propre qu'il était catcheur, comme on l'a défini, monolithique. Il a vraiment changé de style. Hein. On parlait du côté biker, texan, redneck. Alors lui, il était à fond de balle dedans. Il était dans la période Latitude Era et compagnie. Donc voilà. On disait des gros mots à la télé. Voilà, on faisait des doigts d'honneur à la télé, oui. Qui n'étaient même pas, je crois, encore pixelisés à l'époque sur les télés américaines, je sais plus. Et en l'occurrence, il évoluait pour ceux qui vraiment reprennent le catch depuis très longtemps auprès d'un autre grand catcheur qui a très vite filé vers le cinéma pour se faire beaucoup moins mal à son corps et beaucoup plus de bien à son compte chèque, son livret A, comme on dit chez nous. C'est Dwayne Johnson, donc The Rock. A.K.A. l'acteur le mieux payé au monde aujourd'hui. C'est fou, hein. Ouais. Bref, donc on digresse un petit peu, et pour vous dire que ce monsieur, il a arrêté finalement sa carrière, alors peut-être pas vite, il y en a d'autres qui ont arrêté bien plus tôt, mais voilà, donc il s'est arrêté en l'occurrence, donc Stone Cold dans 2013, 2005 pardon, et voilà. Bon, après la question c'est, il y a des degrés de gravité évidemment de la santé où là on remet totalement en question la carrière, et ce sera la réflexion qu'on aura après, est-ce que la carrière s'arrête pour autant, mais déjà là de constater que très souvent des carrières s'arrêtent très brutalement à cause de ça. Alors je sais pas si toi il y en avait un qui te tenait particulièrement à cœur, sur ceux qui ont vraiment eu un arrêt comme ça, moi je citerais, normalement c'est toi qui devrais le citer, mais Daniel Bryan avec sa carrière météoritique à la WWE, parce que c'est un très très grand performeur de la scène indépendante. Et qui est arrivé à la WWE où il a fait son propre trou, hein, puisque incroyable. Pour le coup, il a vraiment lutté pour arriver jusque-là. La Fédé s'est pas mal comportée, mais lui a un peu mis des bâtons dans les roues. Il a dit, il faut que tu fasses tes preuves. Et après avoir tout gagné, avoir unifié des titres, et puis gagné 2 titres dans la même soirée, enfin des choses absolument folles, furieuses, a bien été obligé de s'arrêter, parce que chez les indés on fait quand même attention aux catcheurs, hein. Il y a des assurances, c'est obligatoire, mais les mecs s'usent beaucoup plus que évidemment à la WWE avec la wellness policy, et le fait que donc la wellness policy c'est une sorte de code. Ça tombe très bien, comme ça tu peux définir. C'est un code de conduite qui englobe plein de trucs. Voilà, pas d'alcool, les médicaments au minimum, il y a des choses que tu peux pas dire parce que on n'est plus à l'attitude des rats, donc on peut plus faire des doigts et dire des gros mots à la télé. Daniel Bryan, donc, qui avait tout pour être extrêmement... c'était le genre idéal de la WWE. C'était le Yes Movement avec le public qui était complètement acquis à sa cause, fou, a été pas tué en plein vol, puisque mais c'est juste qu'à un moment, au fur et à mesure des tests médicaux, les gens se sont aperçus de la même manière que le coup de Daniel Bryan pouvait y rester à tout moment lors d'une mauvaise chute ou d'un botch, donc d'un coup mal exécuté. Et là, en l'occurrence, ça a été l'accumulation des deux, parce qu'il y a eu le truc en date qui a enfoncé le clou, ça a été un pile driver, donc qui est cette prise où vous prenez vous êtes celui qui exécute la prise, vous prenez votre adversaire, vous le retournez donc tête en bas, vous le tenez par les jambes et vous lui exposez la tête à même le sol, qui était réalisé par Kane, donc le frère que tu citais tout à l'heure de l'Undertaker. Le demi-frère, excuse-moi. Bien vu. Alors, on ne sait pas si c'est par le père ou la mère, on sait pas. Hein. En tout cas, il y a des flammes. et en l'occurrence, il l'a plutôt mal exécuté, parce que c'est
consécutivement à ça que Daniel Bryan a pris. Bon, après il y avait les antécédents des coups, des prises très dangereuses qu'il effectuait, donc là-dessus il n'y a pas de souci. Ça lui pendait au nez malheureusement. Et oui. Et sans passer, donc on citait Daniel Bryan, et sans passer là pour le coup par des choses un peu aigu, je dirais, qui a aussi arrêté pour des raisons de santé. C'est mon chouchou forever, qui est HBK. Oui, le Heartbreak Kid. Donc Shawn Michael, The Main Event, comme on l'appelait à l'époque, qui après, pareil, une carrière aussi longue que l'Undertaker, s'est arrêté un petit peu avant parce que son gabarit n'était pas le gabarit de l'Undertaker, qui était clairement un lourd parmi les lourds et qui était plutôt mobile pour un lourd. Incroyable, oui. En fait, on parlait de sa retraite et je t'avais dit en t'envoyant un texto, mais attends, j'avais presque oublié qu'il faisait des sauts par-dessus la troisième. Alors attention, les sauts par-dessus la troisième corde, là je n'entends pas. C'est depuis la troisième corde. Voilà, il montait pas sur le pylône pour sauter de la troisième corde. Il se comment dire, prenait élan dans les cordes et il sautait du ring pieds joints par-dessus les troisième cordes. Voilà, bref. Et Shawn Michael a été très usé. Il a été, parce que il a quand même, il a eu une visibilité incroyable, donc il était de tous les shows, de tous les live shows, de toutes les émissions de télé, et s'est retiré à WrestleMania dans un match contre l'Undertaker, comme quoi la boucle est bouclée, puisque c'était un match, c'était streak versus carrière. Ouais. Donc c'était soit la streak donc le nombre de victoires consécutives, le beat by comme on dit dans les jeux de baston, s'arrêtait pour l'Undertaker, soit c'était Shawn Michael qui arrêtait sa carrière, et c'est Shawn Michael qui a vu sa carrière arrêtée par l'Undertaker. Donc évidemment mis en avant dans un très 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 grand match, extrêmement l'intro, long. contrairement à celle de Bray Wyatt, était monumentale, hein. Ange contre démon. C'était absolument incroyable, et donc et les méchants ont gagné en plus. Mais voilà, Shawn Michaels, c'était clairement une usure d'une carrière longue et puis d'un catch exigeant. Oui. Shawn Michaels, qui avait donc un super kick comme finisher, était quand même un combattant très mobile, relativement très acrobatique. Alors évidemment, c'était pas un sauteur comme les luchadors, mais pour la WWE, c'était quand même le haut du panier avec un cardio de malade. C'est-à-dire que le mec courait énormément, hein. C'était pas André, il restait pas au milieu du ring pour choper les gars qui passaient. Donc il a bien fallu que Shawn Michaels s'arrête, et on a vite vu la différence entre Shawn Michaels sur les rings et Shawn Michaels à la sortie des rings, puisque il a dû perdre, je vous dis ça n'importe comment, mais 30 à 40% de sa masse musculaire entre le moment sur les rings et le moment après les rings, quoi. C'était assez impressionnant. Donc du coup, on voit que transformation du corps, impact sur le corps, voilà, encore pour ceux qui auraient encore des doutes par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, des coups portés, etc. Donc la carrière, c'est pas juste une histoire qu'on décide d'arrêter, c'est juste le corps qui décide d'arrêter l'histoire lui-même. Aussi simplement que ça, quoi. Et puis un dernier élément avant qu'on passe à notre troisième partie sur la post-carrière, c'est un peu les career stoppers, donc les types qui font s'arrêter des carrières parce que, comme tu le disais très bien tout à l'heure, il faut à l'origine, quand une prise est exécutée, que le premier l'exécute bien sur son adversaire. Et on en a pris un, on va un peu s'acharner sur lui, mais on n'est pas les seuls, même les gens de la fédération de la WWE, les catcheurs eux-mêmes se sont vachement acharnés sur lui. C'est un mec qui s'appelle Ryback, qui est pas un foot de guerre, qui a un peu on va dire, c'est affreux de dire ça, mais malheureusement il a le manque de finesse qui coïncide pas mal avec son physique de bestiau. C'est un peu le bourrinos ultime quand même. Voilà. Quoi. Et alors que d'autres sont très très bourrins et musclés, et pour autant sont des gants de main de fer, gants de velours, comme dirait Margaret. Et en l'occurrence, ce mec-là était réputé pour très mal exécuter ou beaucoup trop brutalement ses prises, et se faisait vraiment insulter dans la fédération elle-même par les autres catcheurs. Et ça d'ailleurs, je fais un autre parallèle auquel j'avais pas pensé quand on préparait l'émission, mais c'est un truc, il y a toujours cette tradition dans le catch WWE en particulier des big guys, qui est un truc
à la fois c'est comme tu C'est l'as le kiff de Vince. voilà, donc le PDG effectivement de la WWE, mais surtout qui est un héritage de la dimension foraine du Tout à catch, fait. qui est ce qu'on appelait les freaks, donc ces personnes hors normes, on va dire. Tu disais André tout à l'heure, c'était pas une blague, hein, c'est une Non, allusion non. à André le André Géant. le Géant, bien sûr. Et en l'occurrence, Le seul français à avoir eu un titre à la WWE, monsieur. Tout à fait, tout à fait. Il y a le seul français, pas francophone, parce qu'il y a eu Chris Benoit, mais qui a eu. Alors lui, on n'est plus malheureusement dans la blessure et la santé, mais on en reparlera peut-être un jour. Il a eu une fin de carrière Un peu compliqué. tragiquissime, Oui, histoire oui. de faire un néologisme. Et en l'occurrence, oui, il y a un souci sur cette politique et cette fascination des big guys absolus et de faire catcher avec, on va dire, des fois des catcheurs hors normes qui savent pas ce qu'ils font. Voilà, il y a quand même une différence entre un jeté d'un catcheur à un autre, d'un qui fait 2m10 pour 200 kilos, ou alors un autre qui ferait, entre guillemets, seulement 1,80-90 pour 90 kilos, 100 kilos. C'est pas les mêmes potentialités de projection. Bah, Voilà. et là où tu vois que quand même ça a relativement bien évolué, Oui. c'est qu'à l'époque pas si lointaine de The Great Khali, Oui. The Great Khali a fait du petit bois avec pas mal de plus petits catcheurs que lui. Mais quand dernièrement Braun Strowman a mis les mains sur Kalisto, ça s'est bien passé quand même. Enfin, et en plus, c'est Kalisto qui a gagné. Tant qu'à faire. Rappelons que c'était David contre un Goliath. combat de la benne, de la benne à ordures où il faut faire tomber son adversaire dans Ça, une c'était benne à fin, ordures. ouais. On fera peut-être une émission un jour sur Et suite à un booking absolument dégueulasse, donc Kalisto a fait tomber Braun Strowman, donc qui est le big guy du Ouais. moment, clairement. dans une benne. Un mec qui Mais- renverse des ambulances à main nue. Tout à fait. Et qui, après être tombé dans la benne, a quand même chopé Kalisto pour le Oui. mettre dans la benne lui aussi. Et renversé. Mais finalement, C'est bien aux passé. dernières nouvelles, Kalisto est toujours là. Ce truc, cette disproportion quand tu racontes des matchs de catch aux gens qui sont pas habitués. Mais bon, après, j'en veux pas à Braun Strowman d'avoir renversé l'ambulance. Il y avait Roman Reigns dedans. Bon, c'est gratuit. Bref. Non, tout- c'est Roman Reigns, pas gratuit. Oui, c'est vrai. Mais voilà, donc ce qui conclut un petit peu, bon, on pourrait évidemment, si vous avez d'ici là, pour communiquer avec nous, on dira tout, quoi, comment, qu'est-ce. Mais si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas. Dans les donc les postes carrières sur lesquels on va arriver après la question de la santé. Donc on a vu qu'il y avait des atteintes très variées. On parlait de Mick Foley aussi. Alors lui, il le porte sur son corps, quoi. Il a plus de dents, il a plus de, enfin, lui, il est allé loin quand Et même. il a même donc Mick Foley, qui était jusqu'à récemment general manager Oui. de Raw, Tout à fait. a été obligé de laisser tomber donc son poste de general manager parce qu'il subissait une énième opération de la hanche. Je crois que voilà, Mick Foley, il est en plastique de partout, quoi. Oui, je pense que s'il y a bien un mec pour qui le transhumanisme va faire du bien, c'est lui, quoi. Bref, donc on arrive à notre dernière partie d'émission, donc la question de la post-carrière. Donc on s'est posé la question toute bête, qu'est-ce que c'est une post-carrière dans le monde du catch? Alors pour l'Undertaker, c'est en l'occurrence, tu fais une vidéo où tu parles de ton idole qui est un chanteur de country. Et de country blues. Donc l'Undertaker, c'est ça, qui c'était une poignée de jours après son dernier combat est réapparu sans aucun maquillage. Donc c'est là que tu vois qu'il a quand même sacrément morflé avec le temps. Tu vois, qui parle de ce chanteur dont je me souviens pas du nom, je suis désolé, mais peut-être qu'on pourra Johnny retrouver Cash. ça. Non, Complètement. un chanteur qui disait dans les moments difficiles, quand ça va pas. Alors je suis désolé, hein, je vous fais une voix virile comme à l'époque quand Randy Savage Macho Man. Oui. Moi, quand ça va pas, j'écoutais ce mec-là et ça me donnait l'envie d'avancer. Et donc voilà, ça a été la première étape de la post-carrière de l'Undertaker, mais depuis on l'a pas vu. Après l'Undertaker, d'autres ont fait une post-carrière largement plus intéressante, encore et que plus safe, contrairement à tout ce qu'on vient de dire. et plus safe. Alors on peut citer plus près de nous. Alors là c'est compliqué. Parce que on est à la limite informelle entre la carrière et... Parlons de Triple H. On n'a pas encore parlé de Triple H. Allons-y. Triple H, est-ce qu'il a fini sa carrière?
Ouais, mais là, tu lances un débat dans le débat. Ça C'est serait ça. ce serait presque C'est- une ouverture là déjà. C'est- Mais oui, donc Triple H qui est le directeur actuel donc, Oui. de la WWE et de la NXT. Et de la NXT, donc qui est la. Enfin, superviseur de la NXT. Parce que Et ça régale. Triple H qui ne fait plus de. Qui fait un combat par an, comme Shane ou comme l'Undertaker. Oui. Et Qui entre est- deux ventes de DVD de fitness avec sa femme. Tout à fait. Mais qui est dans une autre dimension du faiseur de roi. C'est-à-dire qu'il est même plus au stade où, en perdant, il pousse d'autres catcheurs, mais il est carrément dans les bureaux. C'est-à-dire que, en fait, c'est lui qui écrit maintenant l'histoire de la WWE. Et d'ailleurs, à ce propos, Je te voyais venir. à ce propos, bien évidemment, je ne saurais trop vous conseiller cet incroyable ce documentaire qui s'appelle Wrestling Isn't Wrestling, donc le catch, ça n'est pas de la lutte, grosso modo, qui raconte donc l'histoire, qui est disponible sur YouTube Oui. en entier et Et même sous-titré français. Sous-titré français pour S'il le vous cas plaît. où Vous n'êtes- n'avez vous ne aucune seriez- excuse. voilà, vous ne seriez pas bilingue, qui raconte l'histoire incroyable de Triple H et qui vous fait prendre conscience à quel point c'est un personnage incroyable. Oui. Et frustré. Et frustré. Mais par rapport à ce que tu disais, oui, c'est clairement ça. Il est dans les bureaux de la même manière qu'il a créé un corporate Kane, donc qui est la version smart entre guillemets de Kane, le demi-frère, j'ai retenu ma leçon, de Undertaker, qui était plus posé. Mais oui, c'est clairement ça. Et c'est le faiseur de roi. Et c'est intéressant par rapport à ce que tu disais juste avant. C'est que là, il y a un truc. Bon, on n'est pas dans le méta, mais pas loin. De même que les Shawn Michaels et surtout l'Undertaker étaient les faiseurs de roi, ce type-là, regardez vraiment le documentaire. Si vous voulez vous remettre aussi au catch, c'est une très bonne porte d'entrée, parce que ça résume quand même un personnage très emblématique. En plus d'être maintenant directeur, a été quand même un catcheur assez bon quand même, faut pas charrier, voilà, même si on n'apprécie pas toutes ses qualités de catcheur, et en l'occurrence qui n'a jamais pu, je pense, se dresser à leur niveau. Il a toujours vécu dans cette ombre-là, qu'il a, on va dire, plus ou moins sublimé comme il a pu. Et c'est exactement ça, oui. Et qui suit pas du tout le même chemin, mais Non. on a très près de nous, on a Kurt Angle. Oui, tout à fait, qui revient depuis peu. Qui revient donc en qualité de general manager, qui donc prend la place de Mick Foley. Alors lui, Et- mine de rien, c'est vrai que tu sais bien que tu le cites, parce qu'il a une carrière incroyable à la base. Il était médaillé d'or de je ne sais plus quelle année en C'est lutte. un vrai lutteur en olympique. l'occurrence. Voilà, je sais plus quelle année, mais bref, oui. qui C'est revient. 96, je crois. 96, Mm. d'accord. C'était Ouais. Atlanta. C'était Atlanta, en plus D'accord. c'était aux États-Unis, donc, Ouais. qui gagne, qui rentre à la WWE, qui passe par la TNA, qui revient à la WWE et qui là revient à la WWE en tant que general manager. Et on entend dire que peut-être il pourrait remonter sur les rings. Et comme en plus on voit quelque chose de très intéressant, c'est qu'en ce moment on voit énormément de vieux catcheurs qui reviennent. Et là on en est quand même au stade où on veut faire revenir Hulk Hogan. À un moment il faut arrêter. Et à un moment ça suffit quoi. Oui, et puis il faut arrêter pour une bonne raison, c'est que ce type-là s'est trouvé toutes les raisons du monde d'être banni, parce qu'il l'a été, il a été retiré de ce qu'on appelle le Hall of Fame. Comment est-ce que c'est traduit en général en français Le c'est là où panthéon. on oui, c'est panthéon ça, des c'est ça, catcheurs, oui, ouais. tout à fait. Le panthéon des catcheurs, c'est une très bonne traduction. Et en l'occurrence, parce que pour avoir tenu des propos avant ça, je crois que xénophobes et Carrément et raciste, oui. Et après ça, homophobe, je crois, ou dans le désordre. Enfin bon, ça vous donne une idée du personnage. Donc Hulk Hogan, pour ceux qui se souviennent pas, en tout cas si vous êtes né dans les années 80, ça vous dit quelque chose. C'est ce grand moustachu blond avec cette tenue jaune pipi et le rouge qui va bien. Le Hulkamania, qui était alors le super-héros invincible, Incroyable. total et absolu. Incroyable. Au Il y avait point Superman que- et lui, quoi. Qu'on l'a vu affronter Rocky Oui, dans Rocky 3. tout à fait. Et tout à fait, oui. Et qui a fait se porter sur ton catcheur de toujours, André. donc, André le Géant. Qui est donc lui-même, donc Hulk Hogan a atteint les Ouais. sommets en collant un body slam Voilà. donc un Il a porté. soulevé, regardez des photos de André le Géant ou des vidéos si vous voulez comprendre l'exploit de la chose. Ça avait été suggéré d'ailleurs par André le Géant, je crois d'ailleurs. Que Oui, soit c'est ça. Cette chose. C'est toi qui m'avais dit. C'est tout à fait, oui. Oui. Enfin, ne digressons pas trop. Donc, tu nous as donné des exemples qui sont assez intéressants et plutôt
canonique actuellement. On a d'autres cas. Je vous parlais de Stone Cold Steve Austin, qui lui s'est dit et si je faisais un podcast. Donc il a gardé à la fois ce côté trash talker, donc virulent, dans la provoque, machin, avec des interviews. Vous imaginez les interviews de Bourdin sur BFM en mode intéressante et vraiment trash, vraiment piquante. Voilà. Ouais. Et vous avez le podcast de Stone Cold qui a 2 versions d'ailleurs. Je l'ai appris en faisant des recherches. Il a une version tout public et il a une version plus trash talk. Il y a une version plus note suitable. Il y a la version attitude era et il y a la version tout public. C'est ça d'ailleurs. Et tu me disais aussi d'ailleurs Jericho avec son podcast, mais lui il a pas encore arrêté. Non. Voilà, ça. Alors Chris Jericho, pour ceux qui seraient pas au courant, Chris Jericho est aussi et surtout un rocker. Il a un groupe qui s'appelle Fozzy. Et la plupart du temps, quand il doit partir en tournée, il a une feud qui tourne mal. Et donc il est blessé pour une durée indéterminée. Ça finit toujours comme ça pour Chris Jericho. Donc quand Chris Jericho est blessé, c'est qu'il a une tournée derrière. Et voilà, donc la feud, ça permet de définir d'ailleurs, on l'a pas fait un peu plus tôt, ce que ça désignait. En général, c'est les rivalités de catcheur à catcheur qui donnent un arc narratif très souvent. Et voilà. Après, on en a eu qui ont une certaine longévité, comme d'ailleurs Jimmy Snuka qui a duré très très longtemps, jusqu'aux années, j'avais noté 2015. 2015 sur l'indépendant. Ouais, contrairement à Daniel Bryan qui lui a été plutôt une étoile filante. Une petite ange partie trop tôt. Ouais, c'est un peu ça. D'aucuns murmuraient qu'il reviendrait plus tôt que prévu, mais bon, on sait pas. Shawn Michaels s'est arrêté en 2010, qu'on a plus trop revu à part là une collaboration sur un film humoristique chrétien. C'est surtout que Shawn Michaels en fait il a un rôle à NXT. Ouais. Regal et Triple H sont les rien à voir avec le Chivas. Hein. Pardon, deuxième blague de merde. William Regal, un catcheur anglais. Voilà. Sont les visages, mais a priori, Shawn Michaels fait un travail de fond directement sur les catcheurs à NXT et Daniel Bryan aussi. Hein. Daniel Bryan aussi, oui. Mais moi, pour disons bien connaître ce bon vieux Shawn en tant que catcheur, je crois que je sais pas si c'est parce que je le vois avec mes propres œillères, mais je crois que je ressens ce qu'il fait sur NXT. On sent du Shawn Michaels, je trouve, à NXT. Il y a une patte. Voilà, il y a une patte. Chez les catcheurs qui arrivent. Et là, dernièrement, on l'a quand même revu. Il était parmi les 4 commentateurs, pas les commentateurs, mais les gens en haut de la cabine qui disent du bien de tout le monde entre les combats de WrestleMania. D'accord. Il était là avec son chapeau de Texan, bien sûr. Ouais, il est magnifique. Il avait le pantalon qui va avec, j'espère. Et oui. Donc, ouais, voilà, on a un petit peu brossé une idée de ce que c'était la post-carrière. On terminera avec un cas qu'on n'a pas réussi à définir et que tu as un peu anticipé avec Triple H, qui est le cas de la carrière infinie. Donc, on ne sait pas trop si elle est arrêtée, si elle continue ou pas. Et on avait avec Triple H un autre exemple qui était le Big Show. Alors, The Big Show, c'est Mark Henry aussi d'une certaine manière, mais c'est des mecs qui reviennent sporadiquement et on se dit mais il n'était pas parti. Et là le truc c'est qu'ils ont la même caractéristique, Mark Henry donc et The Big Show, c'est que ce sont des big guys. Ouais. Donc The Big Show, c'est le plus big de tous les big guys actuellement. Mais en fait, à chaque fois, on dit bon, il faut arrêter, là, c'est plus possible. Il faut rentrer maintenant. Et là, cette année, en fait, on l'a vu sur Instagram, sur Twitter, se refaire une santé d'enfer. Vraiment avec une musculature travaillée, découpée au cordeau, en se disant il est bien. Et finalement, il nous a fait. Il n'était même pas à WrestleMania. Voilà, c'est vraiment. Non, il nous a fait des retours sport. Oui, il était au Battle Royale et puis il était au André the Giant Memorial. Contest, ouais. Ça c'est quoi ? Ça c'est un certain nombre de mecs qui commencent en même temps sur un ring et qui doivent se mettre dehors et le dernier au milieu du ring a gagné. Voilà.
Et cette année, en fait, ce truc qui est intéressant, parce que c'était donc c'est un hommage à André le Géant, c'est- donc c'est forcément oui, intéressant. bien sûr, non, mais ce truc qui était vraiment intéressant et où on pouvait voir des choses rigolotes, hein, Ouais. cette année a été gagnée par Mojo Rawley. Non, mais je voulais pas te couper parce que je sais que c'était une manière de mentionner André le Géant, mais non, parlons pas. Oui, c'est une blague. Au Mojo Rawley, vous imaginez en gros un quarterback avec la peinture ridicule sous les yeux, mais sans la tenue de quarterback. C'est Donc ça. c'est footballeur américain. Voilà, rien à dire. Et puis en plus, il avait un gimmick. Je sais pas pourquoi je l'ai mis au féminin en début d'émission. Il avait un gimmick avec un de ses potes qui est aussi une star de je sais plus trop De quoi. foot américain. Bref, ça me fatigue. Et vu que ça me fatigue, je crois que c'est une très bonne occasion, sauf si tu vois quelque chose, peut-être on n'a jamais fait le tour, mais évidemment, au moins on aura brossé à peu près la mission qu'on s'est Non, dans les carrières. Alors, dans les carrières, oui, on va finir sur la Vas-y. carrière infinie. Vas-y, On va finir attention. Jushin Thunder Liga. Ok. Donc ce catcheur japonais qui est un cruiserweight, donc qui est un léger, qui catch depuis, j'en sais rien, depuis que le monde est monde peut-être, et qui a son gimmick de Sentai, qui est Oui. donc super héros casqué à la ça. Bioman Ou à Power Rangers pour ou la à la version Power occidentale. Rangers pour la version occidentale, qui est là depuis. Moi, je pense que depuis que je joue à des jeux de catch et depuis que je connais le catch, ce mec est là. Et est-ce qu'il a fini? Chaque fois, on se dit, il est toujours là, les gars. Et il est toujours là. Ça fait combien de temps que t'as été touché par le quickening, mec? Voilà, lui. Je sais pas quoi. C'est Ok. peut-être bien lui. C'est pour ça qu'il est masqué, parce que c'est peut-être bien lui qui a inventé le catch. Et voilà, c'est ça qui est pratique avec les masqués, sauf ceux qui ont des énormes tatouages comme à Lucha Underground avec Puma Junior, où forcément c'est tricard, même s'il change de masque, que c'est plus le même. Enfin bref, donc on finit sur ce monsieur japonais, comme On ça peut on finir sur, n'aura pas fini sur la WWE, c'est bien, oui. on aura quand même une citation qui n'est pas de leur domaine. Et ben c'est parfait, et puis c'était chouette, on a réussi à peu près à s'en tenir à la durée qu'on voulait pour ce podcast. Au-delà Vous voulez faire 10 minutes, on a presque réussi, non? Ouais, je crois qu'on est bon. Donc voilà, c'était très très cool, au-delà d'avoir tenu cette émission. Et puis évidemment, ce sera pas un one shot, hein. On va se retrouver plein d'excuses avec Jérôme pour se retrouver et puis revenir sur le monde merveilleux du catch. Toi, on te retrouve où, Jérôme? Moi, on me retrouve sur Twitter, mon Twitter habituel, @askes, donc ASCHESE. Voilà. Sinon, oui, on peut me retrouver surtout là. Puis de toute façon, c'est mon canal principal de transmission de gifs de catch C'est ça. et de débilité en rapport avec l'art forain. Donc, Tout à fait. On parle aussi de pas mal autre chose, qu'on a des podcasts à côté. Bon, ceux qui arriveront à faire des croisements rapides à Internet, c'est petit mine de rien. Vous découvrirez qu'on est podcasteur entre autres sur d'autres choses. Et moi, vous me retrouvez parce que déjà en plus c'est dans nos signatures des fois. Moi, vous me retrouvez à D_Mehdi, MEHDI, donc D_Mehdi, et donc Jérôme à Askes, ASCHESE. Voilà, donc c'est la fin de ce pilote, donc premier numéro. Catchacast. On est content. Voilà, c'était dur, mais au moins on s'est trouvé un titre à peu près sympatoche, parce qu'il y en a beaucoup qui étaient déjà pris et qui étaient très sympas. Voilà. Bah, écoutez, on vous retrouve, on espère bientôt. N'hésitez pas, une fois qu'on aura mis ça à disposition, à nous faire des petits retours. On est preneurs, et puis on les citera d'ailleurs sur la prochaine émission. Voilà. Salut tout le monde. Ciao. Retrouvez Catchacast et bien d'autres émissions de Death Podcast sur Twitter @DeathPodcast, DEEZ podcast au pluriel tout attaché, et Facebook à la page du même nom. Est-ce qu'on se fait une intro spéciale ou une connerie Un truc du genre. J'en sais rien, moi. Des slips, des mecs torse-poil. Non, ça on pourra le faire en post machin, mais je parlais juste un truc tchatché en mode. Genre on se raconte notre fin de journée, mais avec des métaphores de catch. Ça, ce serait bien. Allez, vas-y, on le tente. Si ça passe pas, c'est pas grave, on force pas le trait.
Bah écoute, je vais pas t'en vouloir parce que moi je t'avoue que c'était aussi du saut de troisième corde pendant toute la par-dessus la troisième corde toute la journée. Et j'étais très stunner et très stunné surtout en fait par une grosse journée, mais